Bonsoir à toutes et tous. Lionel Mignot, je suis responsable de la mission culture pour les bibliothèques universitaires. Bienvenue. Merci d'avoir répondu présent ce soir pour cette conférence sur les images numériques dans le cadre de la guerre en cours entre l'Ukraine et la Russie. Et donc je remercie Valentina Dimitrova qui est maître de conférence en sciences d'information et de la communication à l'université Jean-Moulin-Lyon 3 pour en parler. Elle va avoir notamment une démarche ethnographique à travers la production numérique dans le cadre de cette guerre. Et voilà, Valentina a publié beaucoup d'articles et d'ouvrages sur le sujet. Vous pouvez retrouver la bibliographie sur le site de la bibliothèque universitaire si vous voulez aller plus loin dans vos lectures. Voilà, donc je vous remercie. Donc on va passer à la conférence et puis il y aura un temps d'échange à la fin si vous souhaitez poser des questions. Voilà. Merci, bonne conférence. Merci donc à toutes et à tous d'être là. Et donc, je vais vous expliquer peut-être rapidement mon point d'entrée dans le sujet. Je suis d'origine ukrainienne, donc ça fait 15 ans que je vis en France. Donc, du coup, mon regard, j'ai fait ma thèse de doctorat sur l'Ukraine également, donc j'ai encore ma famille là-bas. Donc, le rapport au sujet est sensible. Et les images sont aussi sensibles en quelque sorte parce qu'elles font partie de l'espace public, elles font partie aussi des choses personnelles qu'on publie aujourd'hui, surtout avec le numérique dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Et donc, effectivement, je travaille sur le sujet dès le début dans une démarche ethnographique du web. Ça veut dire que je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux numériques en collectant des images. J'échange du coup aussi avec les producteurs de ces images. Donc, je fais des entretiens avec des journalistes, avec des photographes, avec des dessinateurs de presse ou des créateurs de mèmes pour mieux comprendre leur démarche. Puis, j'étudie aussi les commentaires, en fait, comment les gens commentent en fait les images. Bon, ça c'est un peu sur ma boîte et mon approche. Et du coup, les articles scientifiques prennent toujours du temps à être publiés parce qu'ils se passent en double aveugle. Donc il y a aussi du coup des choses qui sont en route, qui n'ont pas encore sorti. Il y en a d'autres qui ont été publiées. Et donc pour cette conférence, j'ai décidé de vous apporter un peu des différentes questions en fait qui peuvent apparaître, qui sont associées à cette guerre, mais qu'on peut retrouver aussi quand on parle d'autres guerres, d'autres conflits qui ne manquent pas malheureusement aujourd'hui et qui touchent du coup au numérique et aux usages du numérique et tout particulièrement à l'image. Et donc, du coup, voilà, c'est les questions que vous voyez. Donc, est-ce qu'une guerre devient réelle lorsqu'il y a des images? Parce que peut-être vous en avez entendu dans des discours ambiants, dans des discours journalistiques aussi, des commentaires de type « la première guerre la plus transparente dans l'histoire », parce qu'on peut voir tout avec les drones notamment, ou avec les images satellitaires. Ou alors... voilà, donc ces questions-là nous interrogent sur les valeurs d'information que porte une image. Qu'est-ce que l'image peut nous montrer? Qu'est-ce qu'ils nous apprennent en fait? Qu'est-ce que les images nous apprennent sur le conflit? La question aussi du spectateur dans tout cela, c'est-à-dire de l'usager, du spectateur, l'usager des réseaux sociaux numériques, du spectateur. Est-ce que du coup il est jusqu'où il est impliqué dans le conflit quand il voit les images émotionnellement, qui peuvent être émotionnellement très fortes et engageantes? Est-ce qu'on est dans le spectacle davantage ou dans une sorte de souffrance à distance? La question aussi d'autres types d'images qui sont plutôt drôles et qu'on partage beaucoup sur les réseaux sociaux numériques, qui sont des images créatives, de type mème. Et donc, effectivement, ces images-là, qu'est-ce que ces images-là aussi font à la guerre? Quels sont les enjeux de la diffusion de ces images? Parce qu'on peut se dire, oui, ce sont des images pour se remonter la morale, mais ils peuvent aussi jouer un rôle dans la propagande. Donc, voilà, c'est ces questions-là qui m'intéressent. Et la question aussi qui reste importante sur le fond de cette réflexion, c'est aussi la question, est-ce qu'on peut contrôler ou pas la diffusion de ces images? Parce que traditionnellement, vous savez très bien que dans toutes les guerres, les États, les belligérants, contrôlaient la prise des images et essayaient de contrôler aussi leur diffusion, leur circulation. Alors tout ça, bien sûr, à l'ère du web, devient difficile, presque pas possible. Donc, c'est autour de ces questions que j'ai organisé ma présentation. Mais comme vous le voyez déjà, peut-être quand vous l'entendez, c'est que
le constat, c'est le constat que peut faire tout usager du web, c'est qu'on a aujourd'hui une multiplicité des fragments visuels par rapport à la guerre en cours. Et donc, quand on fait avec des outils très basiques de Google Images, on fait de recherches avec des requêtes guerre en Ukraine, par exemple. Donc, on retrouvera une diversité d'images, et ce sont des images au final assez banales de la guerre. Pourquoi je dis banales? Parce que si on les compare avec des images produites avant dans l'histoire, notamment qui ont été étudiées, qui ont fait l'objet des expositions, donc on y retrouvera souvent des figures très classiques, en fait, standards ou presque, la figure du combattant, la figure de la victime, les destructions. En fait, voilà, les trois figures dominantes, ce sont celles-là, que ce soit dans la requête en français, parce que bon, on peut aussi prendre en compte l'algorithme de Google Images, pour voir en fait que ces images ne seront pas les mêmes en fonction non seulement de la requête, mais aussi de la langue dans laquelle vous saisissez la requête, ou en fonction des paramétrages, parce que vous pouvez rechercher les images qui circulent dans l'espace public francophone ou français, ou les images qui circulent plutôt dans l'espace public ukrainien, comme par exemple celle-ci, qui ont été du coup faites le même jour, avec un décalage de 10 minutes, sur le même moteur de recherche, mais avec du coup la requête en ukrainien et le paramétrage qui renvoie à l'espace public ukrainien. Et si vous comparez les deux, donc vous allez effectivement retrouver, les figures restent les mêmes, mais peut-être que vous allez remarquer que la requête en français que vous avez là, elle va comporter moins, là on est dans les premiers résultats, mais on va comporter moins des références patriotiques, avec le drapeau national par exemple, va comporter aussi moins d'explosions. Donc bon, on va trouver quelques références, mais ce sont des références qui n'enlèvent pas ce que je viens de dire, par rapport notamment aux travaux de Laurent Gevreau, qui a beaucoup travaillé sur l'iconographie de la guerre à partir de la Deuxième et Première Guerre mondiale. Donc en fait, on reste, on innove, oui, parce que les moyens techniques sont innovants, mais les figures des soldats, de victimes, des destructions vont souvent être des figures qui vont marquer le regard. Et donc, dans ces fragments visuels qu'on peut retrouver, qui changent bien sûr avec le temps et l'évolution dans le temps, donc on retrouvera des différents types d'images. Donc, c'est vrai que ce que je viens de vous montrer, recherche par Google Images, est programmé surtout en fonction du référencement des sites web qui publient ces images. Et donc, du coup, on va retrouver beaucoup plus d'images issus des médias officiels, ou des médias en tout cas reconnus dans l'espace public d'un pays ou d'un autre. Et donc, on va retrouver très peu d'autres choses, en fait, qui quand même, quand je dis d'autres choses, non pas des images photographiques, mais des dessins de presse, ou alors des images type mème, par exemple, ou les images encore générées par l'IA. Donc, et le fait de plonger dans les réseaux sociaux numériques permet de retrouver des images telles qu'elles sont fabriquées, vues, vécues, pratiquées aussi. Je dis pratiquées parce que commentées, du coup, et parfois transformées, remixées par des usagers lambda. Et du coup, voilà, c'est un peu ce que j'étudie. Et donc, du coup, ça fait que dans mon corpus, dans la collection d'images que j'ai des images issues de différentes sources, en fait. Des sources plus officielles, qui proposent peut-être de regards plus organisés de la guerre, et puis des regards plus subjectifs, en fait, par des usagers et par des citoyens. Et donc, pour poursuivre sur les questions que je vous ai posées tout à l'heure, parce que ces questions ne viennent pas de nulle part, ça vient un peu du terrain aussi. Donc effectivement, la première, c'était est-ce que une guerre devient réelle lorsqu'il y en a des photographies? En fait, voilà, cette question, ça vient des travaux de Susan Sontag, qui avait beaucoup travaillé
sur la question de l'image aussi des images violentes, des images de la violence dans le cadre de guerre. Et donc, dans son ouvrage Devant la douleur des autres, elle disait, l'ouvrage a été publié en 2003, donc effectivement, on peut se dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais elle essayait d'interroger justement les photographies qui montraient la violence et qu'elle disait qu'effectivement, les photographies, voilà, là, on retrouve l'idée de la photo comme une preuve, comme un constat, comme dans son idée voilà, de représentation du réel. Et en effet, effectivement, dans les images que j'ai, dans les images effectivement que j'ai dans mon corpus, dans la diversité de ces fragments visuels, on va pouvoir retrouver les images qui jouent un peu, qui essayent de jouer ce rôle. Par exemple, les images satellitaires qu'on a vues aussi beaucoup dans les médias français par rapport à ce conflit, par rapport à cette guerre, mais aussi par rapport à d'autres guerres en cours. Donc effectivement, les images de drones, les images des satellites ont fabriqué notre vue aérienne de la guerre en créant une distance très importante avec le terrain, une distance presque du coup objectivante ou critique parce qu'on ne voit pas du coup des victimes en fait du conflit directement, et pourtant on peut voir l'ampleur de destruction. Mes exemples, comme je vous ai dit, je travaille sur l'espace public donc médiatique et public ukrainien, les réseaux sociaux numériques ukrainiens, dans le segment ukrainien du web plutôt, pour être plus correct. Et donc du coup, voilà, mes images vont peut-être un peu être dépaysantes pour vous, puisque ça vient du web ukrainien. Mais je vais essayer de les expliquer et puis de les comparer aussi, puisque je suis en France, je vis en France et je consulte aussi en tant que citoyenne les médias français. Donc là, ce que vous voyez, c'est la carte de destruction qui a été réalisée par des journalistes, des data journalistes de Text et Org.ua. Donc c'est la seule rédaction data journalistique en Ukraine. Et donc, et je l'ai pris effectivement pour montrer cette idée de cet outil optique que nous permettent des données satellitaires et des images satellitaires, et qui permettent de réduire l'espace, de bien voir la situation globale. Et donc, ça prend d'autant plus d'importance que certains territoires sont inaccessibles aux journalistes classiques, aux journalistes du terrain, physiquement inaccessibles, puisque les territoires sont soit contrôlés par les ennemis, soit occupés. Occupés, ça veut dire la même chose que contrôlés par les ennemis, mais du coup, ou alors ce sont des territoires où les combats se déroulent et donc du coup qui sont aussi soumises à des règles d'accès journalistique plus strictes. Et donc, qu'est-ce que ça permet de nous dire en fait sur sur la vision de la guerre? C'est que souvent les images satellitaires, en tant que citoyens, on est dépourvus de leur lecture, donc on fait confiance à des commentateurs qui nous expliquent, puisque personne ne nous a appris, en tout cas moi personnellement, personne ne m'a appris de déchiffrer ce type d'images, de les comprendre par moi-même. J'ai appris par moi-même plus tard dans la vie, mais effectivement, c'est là le travail de médiateur devient très important dans cet accès à l'information. Quelle information on peut tirer de ces images, puisque les images en tant que telles ne nous disent pas grand-chose en fait. Et c'est là où on a besoin d'aide, et les data journalistes peuvent être intéressants de ce point de vue, parce que non seulement ils aident à comprendre, mais ils dévoilent aussi comment ils le font. Donc en fait, avec un peu d'effort, on peut aussi reproduire leurs protocoles, suivre leurs agissements. Et par exemple, sur cette carte, ils ont essayé d'aussi, comme sur d'autres moyens, en France aussi, les data journalistes fonctionnent de la même manière. C'est-à-dire qu'on essaie d'expliquer aux citoyens comment bien comprendre les destructions, comment distinguer un bâtiment détruit d'un bâtiment non détruit, un quartier détruit d'un quartier non détruit. Et donc, effectivement, cette transparence apparente des images, elle n'est pas là, en fait. Donc, on voit effectivement qu'on a besoin des efforts pour comprendre l'image, pour lire l'image, pour apporter du sens à cette image, et puis, du coup, au monde que cette image, au réel que cette image est censée représenter.
le souci principal de ce type de production, c'est que ce sont des productions qui sont inscrites dans un temps. Donc il faut beaucoup d'images satellitaires pour les analyser et entraîner un algorithme qui va vous faire du coup une carte avec des zones que vous pouvez zoomer ou dézoomer pour justement voir des destructions dans un tel ou tel quartier, et ce sont des cartes qui ne s'actualisent pas en temps réel. Donc ça veut dire en fait que cette production qui a été réalisée en mars 2023, c'est une production éphémère au final, temporaire. Et les journalistes aussi le préviennent les lecteurs que c'est ça, mais ça joue quand même un rôle important parce que du coup ça permet d'avoir quand même accès, de voir enfin, voilà, les conséquences concrètes de ce type de destruction. On retrouve aussi d'autres types d'images, et ça, c'est des images, par exemple, bon, je travaille à partir des réseaux sociaux, donc du coup, ça vient de Ukrinform, qui est une agence d'information ukrainienne, mais ce sont des images qui ont été beaucoup reprises aussi dans les médias, dans d'autres types de médias. Donc, en fait, quand on les voit, là, il s'agit des images de la libération de Boutcha en avril 2022, mais on peut aussi en trouver d'autres. Ce que je veux dire par l'événement morcelé, c'est-à-dire que les images, au final, comme les images satellitaires d'ailleurs aussi, même s'ils prétendent avoir une vision globale, enfin zoomer, dézoomer, mais les images photos sont particulièrement fragiles au sens où ils nous montrent des fragments d'un événement, mais il faut encore reconstituer cet événement. Donc on voit des conséquences, mais on ne voit pas comment ça s'est passé. Et donc c'est ça qui fait c'est la fragilité de cette image, de l'enregistrement du réel. Oui, il a eu lieu à un moment donné, mais l'événement en tant que tel, on ne peut pas le reconstituer. Et pour le reconstituer, on va se servir de ces images pour en faire les enquêtes journalistiques, et j'ai pris Boutcha exprès parce que j'avais du coup des documents en français que je pouvais partager, partager, pour vous montrer comment on utilise des images, comment on intègre les images pour reconstituer un événement. Donc je vais vous montrer un petit extrait, mais peut-être que vous l'avez déjà vu par ailleurs, puisque c'est effectivement depuis on pratique ce type d'enquête à partir de l'image dans beaucoup de zones libérées de l'occupation en Ukraine. À cette enquête et aux images, en fait. C'est pour ça, c'est ça ce que je voulais montrer, c'est la question d'image qui nous préoccupe. Et du coup, cette question de comment l'image peut être utilisée et utilisée, là, c'est l'enquête journalistique, mais qui se base beaucoup sur les méthodes développées aussi au sein de l'OSINT. Je ne sais pas si vous connaissez, Open Source Intelligence. Ce sont des méthodes, en fait, d'enquête qui peuvent être menées par des communautés sur le web, un peu des geeks, un peu des personnes qui s'intéressent, qui ont le temps pour justement étudier les images, diverses images. Et comme vous voyez dans cette enquête, ce qui a été, ils n'ont pas tout expliqué, mais en fait, quand on voit, ils ont expliqué qu'ils ont utilisé les images de drones, mais quand on voit des images, par exemple des soldats russes, ce sont des images qu'on peut reconstituer aussi à partir des réseaux sociaux numériques. Ce sont des profils de ces gens. Il y a aussi beaucoup d'images sur les réseaux sociaux numériques, du coup, qui nourrissent en fait l'enquête, parce qu'ils permettent d'identifier, de croiser les noms avec du coup les images et de faire bien sûr une reconstitution a posteriori. Les images sont aussi souvent brutes en fait. Et en Ukraine, à l'heure d'aujourd'hui, il y a avec tout ce qui se passe, avec aussi beaucoup de migration de la population ukrainienne vers les pays plus sécurisés. Donc les journalistes ukrainiens se retrouvent, comme d'autres d'ailleurs secteurs et métiers, se retrouvent dépourvus de forces vives pour faire beaucoup de choses. Et donc du coup, ce qu'ils font, ce qu'ils peuvent faire, aussi, c'est peut-être documenter. Et donc, ils se consacrent beaucoup à la documentation, et quelle que soit la rédaction. Toujours Texte Orgueil, avec qui je travaille beaucoup. Donc, ils documentent le quotidien de la guerre à partir des images numériques sous forme des vidéos.
Donc, et ils font, ce sont du coup des images brutes, enfin des images animées, vidéo brutes. Pourquoi brutes? Parce qu'ils n'ont pas le temps de toutes les analyser, de leur donner du sens, et ils se disent qu'un jour peut-être que ça servira à faire preuve, oui, peut-être pour des enquêtes, mais aussi pour expliquer la guerre, le quotidien et surtout de la guerre. Et donc ce sont des images qui viennent des chaînes Telegram. Tout le monde n'a pas Telegram, bien évidemment, même en Ukraine où cette plateforme est très populaire. Mais en revanche, le fait, et puis on peut supprimer les images numériques, on sait très bien que leur vie, leur durée de vie peut être très éphémère. Et donc, du coup, ce travail de documentation est très important parce qu'en fait, elle les archive. Donc, ce sont des archives vivantes de la guerre en cours et où on retrouve sans filtre, en fait, des images parfois violentes, des images des cadavres, des images des combats, puisque les soldats ukrainiens, par exemple, ils sont obligés d'avoir, lorsqu'ils combattent, avoir les caméras GoPro, enfin sur eux. Donc ils se filment en fait, ils sont obligés de filmer, ils laissent leur téléphone portable, ceux qui ne sont pas autorisés à les prendre pour aller au combat. Mais en revanche, ils ont ce type de caméra, donc ça crée une production de vidéos incroyable. Et donc qui le retravaille donc dans cette base de données. Donc je n'ai pas le temps de tout vous montrer, mais on retrouve, je pense que ça c'est une source pour les futurs chercheurs qui est très intéressante pour étudier, comprendre, tout sans filtre en quelque sorte, parce qu'on retrouve aussi le discours de la haine, des discours adressés aux cadavres des Russes, des discours aussi très émotionnels. Donc on retrouve pas mal de choses très intéressantes. Il y a aussi d'autres types d'images, les images qui servent aussi de documenter les crimes de guerre, et au-delà des victimes humaines, il y a aussi des pillages de l'armée russe qui sont documentés sous des différentes formes. Là, je vous montre la forme plus artistique et créative. Et puis, j'aime bien l'idée du fragment, du coup, qui est présent dans ce type de choix visuel qui a été réalisé par ces journalistes. Donc, ils ont analysé, à partir de sources ouvertes, de 2 musées russes, l'un à Saint-Pétersbourg et l'autre à Moscou. Ils ont analysé donc des objets archéologiques présents dans ces musées pour à partir des fiches en fait qui sont renseignées. Et donc effectivement, ça c'est pas une base complète, bien évidemment, mais ils ont retrouvé du coup des découvertes archéologiques qui proviennent d'Ukraine. Bon, il y a un petit biais, pas un biais, mais c'est un choix qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas distingué. Après, pour rentrer dans ces 110 000, il y a les choses qui ont été amenées récemment, donc pendant ces 3 années presque de guerre, mais aussi des choses qui ont été amenées depuis 2014, puisque la guerre a commencé en 2014. Donc voilà, il y a des différentes périodes en fait. Mais c'est un choix très intéressant. On peut zoomer, dézoomer, retrouver des objets. Et donc ça accompagne aussi, les images ici sont au service aussi d'un discours et puis de quelque chose qui est très fort dans la société ukrainienne et qui n'y était peut-être pas aussi fort et visible avant. C'est ce discours sur justement aussi le colonialisme, le fait que l'Ukraine elle a été expropriée de ses biens culturels, y compris culturels, dans l'histoire et pas uniquement dans la guerre en cours. On peut aussi retrouver des images pour dénoncer la propagande russe. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui existe beaucoup dans l'espace médiatique ukrainien et qui circule du coup sur les réseaux sociaux. Donc par exemple, avec cette idée de bactéries du monde russe, c'est une visualisation des données, mais qui du coup, en zoomant, permet de découvrir des soutiens russes, pro-russes en Europe par pays. Et voilà, d'une manière métaphorique, on les appelle les bactéries du monde russe. Donc là, on est avec cette image-là, avec l'image précédente aussi de cette visualisation des objets d'art. En fait, on est dans des créations presque d'images, en fait. Donc, on est dans d'autres types d'images que les images qui reflètent la guerre, mais qui nous montrent des différentes facettes de celle-ci. Et peut-être pour répondre, en tout cas discuter, cette question, est-ce que de Suzanne Sontag qui dit oui, quand on a des photos, la guerre devient réelle. Oui, mais on peut aussi avoir des images photoréalistes, mais qui sont utilisées, mais qui sont pas vraies, qui sont fausses. Et ces images-là sont très présentes aujourd'hui, aussi bien en France qu'en Ukraine. Ce sont des images générées par l'intelligence artificielle
et qui crée des synthèses visuelles de la guerre. Donc cet enfant n'a jamais existé, il n'a jamais été, mais son image a beaucoup circulé après le bombardement d'un immeuble à Dnipropetrovsk, enfin à Dnipro aujourd'hui. Et donc, il y a eu toute une polémique dans l'espace public ukrainien sur, en fait, et puis, il n'a pas uniquement circulé sur les réseaux sociaux des usagers. Il a été repris par le compte officiel du Parlement ukrainien, donc c'était par des institutions, par des médias. Et lorsque il y a eu la question du fait que l'image est générée et fausse. Donc, bien sûr que les institutions se sont excusées et ont retiré les publications, mais beaucoup de citoyens ont pris la position au sens où cette image, oui, l'enfant n'existe pas, mais notre douleur existe. Les enfants d'autres types ont été tués, ont été victimes. Et en fait, on se retrouve dans une situation d'une image qui se mit, du coup, dont la circulation cherche à produire des émotions, en fait, produire des émotions fortes. Et donc, la circulation de ce type d'image, il y en a d'autres, en fait, comme celle-là, par exemple. En fait, effectivement, ça provoque le brouillage des frontières entre le réel et le faux, enfin, le vrai et le faux, le réel et le non-réel. Et ça crée effectivement des choses très dangereuse en fait pour tout l'espace public, y compris pour un espace public conflictuel où du coup des identités politiques se crispent et des positions s'accentuent par rapport à l'ennemi, par rapport à l'autre. Donc vous voyez, souvent il y a la symbolique en fait, comme sur le brassard sur cette femme soldat qui a été générée aussi par l'IA. Donc en fait on retrouve des symboles en fait forts et il y en a d'autres aussi qui sont faciles à créer, à générer. Et on sait que ce sont des images par rapport à un autre conflit, la guerre en Israël aussi, et Palestine, secteur Gaza, on retrouve aussi beaucoup d'images de ce type-là, en fait. Donc, ça se généralise à des différents conflits et ça pose aussi, du coup, la question parce que les représentations visuelles ont toujours été des artefacts importants, essentiels pour construire notre perception de l'événement, pour construire la réalité subjective de quelque chose qui se passe. Et donc, quand ces images, quand parmi ces images, il y en a beaucoup qui ne sont pas vraies, ça pose effectivement la question quelle représentation en fait, visuelle on va avoir de cette image, de cette guerre. Est-ce que c'est possible de contrôler du coup? Parce qu'en fait, c'est la question aussi qui est importante dans tous les conflits. On contrôle les images, en tout cas, les autorités essayent de le faire. On essaye de le faire du côté russe, par exemple. Je ne vais pas m'attarder beaucoup, mais c'est vrai que vous savez très bien que les réseaux sociaux numériques ont été beaucoup censurés en Russie, bloqués, en fait, fermés par les autorités dès le début du conflit, comme les médias aussi indépendants, il n'y en avait pas beaucoup, mais voilà, qui existaient. Et donc, effectivement, ça limite la circulation des images. Ça fait que dans les premiers jours de la guerre, je travaillais beaucoup sur les deux types de... je regardais dans le segment web russe et dans le segment web ukrainien pour comparer, en fait, parce qu'il y avait des images qui étaient les mêmes, en fait, mais on ne disait pas la même chose. Du coup, je trouvais ça intéressant de voir les différents points de vue. Mais progressivement, avec le temps, c'est devenu impossible parce qu'en fait, on s'éloigne, les deux espaces informationnels s'éloignent trop. On n'a pas les mêmes images aujourd'hui, on ne discute pas des mêmes, on ne voit pas la guerre de la même manière, il n'y a pas des mêmes images, en fait, même si des fois, on peut retrouver des images, des images qui par hasard se retrouvent chez les Russes. Notamment récemment, il y a eu des big boards dans une petite ville russe où il y avait des soldats ukrainiens qui étaient représentés, mais comme ils ont trouvé une image sur Internet, ils ne se sont pas rendus compte tout de suite que c'était des soldats ukrainiens, non pas des soldats russes. Donc c'était voilà. Donc ils ont puni le responsable, mais voilà. Mais autrement, il n'y a pas beaucoup d'images qui sont communes aujourd'hui aux deux pays. Et donc, voilà, on a deux sphères séparées. Les points communs peuvent venir uniquement de la propagande visuelle, lorsque effectivement on essaye de faire des images fausses, pour dénoncer, pour accuser l'Ukraine de ceci ou de cela. Donc effectivement, là, on peut retrouver du coup des mêmes images
comment on les retrouve des mêmes, parce qu'en fait, du coup, on les montre en Russie comme étant des vrais et en Ukraine comme étant des fausses dans le travail des vérificateurs. Donc là, c'est par rapport au nazisme dont étaient accusés les Ukrainiens, y compris le président Zelensky. Et là, par exemple, c'est des images qui ont été aussi, du coup, retravaillées. Enfin, c'est sur des images qui accompagnent encore une autre rumeur sur les oiseaux migrants entraînés en Ukraine pour combattre les Russes, en fait. Donc voilà, utilisés comme armes biologiques. Donc du coup, on utilise des images, des preuves, en fait, soi-disant qu'il y a des bon, c'est du côté de la propagande, de la contre-propagande qu'on retrouve les mêmes images. Voilà, c'était ça mon idée pour vous dire. Donc du côté du coup russe, enfin voilà, il y a cette censure qui est produite par rapport à des réseaux chimiques qui touchent et à l'espace médiatique, qui touche effectivement aussi la production des images. Du côté ukrainien, il n'y a pas de censure, on peut tout dire et tout publier. Mais en revanche, ce qui se passe du côté ukrainien, il y a quand même le contrôle, un certain type de contrôle sur le récit visuel de la guerre, parce qu'on se retrouve dans un récit visuel disséminé. Disséminé, ça veut dire qu'en fait, on essaye d'une manière méthodique et systématique d'utiliser les mêmes codes visuels et de raconter le récit avec les mêmes éléments visuels. Par exemple, les cartes qui montrent le grand et le petit, par exemple, cette comparaison en fait qui renvoie à l'idée de la résistance ukrainienne, qu'on est petit mais on résiste quand même. Donc l'idée le décomptage des jours de la guerre qui se passent. Donc en fait, voilà, il y a tout ce discours-là qui sont travaillés méthodiquement et qui influencent aussi du coup les discours citoyens qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, les reprises. On retrouve aussi les récits visuels à destination des opinions publiques occidentales. Peut-être que vous vous souvenez, je ne sais pas ou pas, dans les premiers jours de la guerre, il y a eu une série de courtes vidéos où on voyait des monuments emblématiques des villes européennes, Paris, Berlin, d'être détruits. Donc c'était pour sensibiliser en fait l'opinion publique occidentale à la guerre. Donc ce sont aussi des fausses images qui ont été beaucoup critiquées mais qui étaient massivement partagées sur les réseaux sociaux pour justement en soutien d'Ukraine. Le récit visuel ukrainien se distingue aussi du récit visuel russe peut-être par le fait que dans le cas ukrainien, l'État a repris beaucoup et continue à reprendre les images produites par des citoyens. Donc en fait, sur ce site web dont je vous montre les captures, d'abord la carte noire avec la Russie en rouge, c'est le même site web, c'est le site web de la promotion d'Ukraine, en fait, le site web qui servait de la vitrine touristique d'Ukraine, qui est devenu du coup le site de la guerre, en fait, du suivi de la guerre pour la communauté internationale. Et donc la banque des photos qui est là, en fait, ce sont des photos qui sont des photos qui viennent non pas officielle, mais qui vient du coup d'en bas. Et donc c'est peut-être ça qui garantit le succès, ou en tout cas le fait que le récit ukrainien se dissémine, y compris visuellement, dans le segment web ukrainien, c'est que en fait, c'est pas l'État qui impose comment il faut montrer, mais du coup, en prenant les récits des citoyens qu'ils publient sur les réseaux sociaux, on les prend et on les présente comme des photos qui pourraient être par exemple disponibles pour parler de l'Ukraine, de la guerre en Ukraine. Ce sont des photos du coup qui peuvent être utilisées. Donc là, vous savez, il est très difficile de trouver une image libre de droit, où il faut racheter des droits. Et donc là, sur ce site web, ils proposent des photos de qualité et qui peuvent qui donnent du coup des visions de la guerre et le récit de la résistance au nom de la liberté, le récit aussi donc du coup qui est raconté mais qui accompagne aussi des images, le récit aussi des Ukrainiens. Donc on donne aussi beaucoup la parole aux Ukrainiens. Donc c'est un peu aussi avec tout type d'images, des images du quotidien, des images des chats, adoptées par l'armée, ou les images des handicapés de la guerre, des vétérans de la guerre.
On retrouve aussi quand même je vous parle de ce site web parce que il concentre, c'est un peu le concentré de ce récit visuel que l'Ukraine construit progressivement à travers d'autres discours officiels, par exemple. Donc là, on retrouve aussi effectivement la question du chiffre, la question aussi de la mort, et on essaie d'impliquer émotionnellement le spectateur, notamment par le choix du fond sonore. Si jamais vous allez sur ce site, vous allez voir que vous pouvez, on vous demande si vous voulez écouter ce que les Ukrainiens entendent tous les jours, et c'est l'alarme anti-aérienne en fait. Et donc du coup, vous avez le choix de le garder ou pas. Donc on est vraiment dans l'implication de l'utilisateur visuellement, mais aussi d'une manière sonore. Mais il y a d'autres récits de la guerre aussi. Donc, c'est ça qui est possible aussi aujourd'hui grâce aux images numériques, parce que les images numériques, c'est pas uniquement les fakes, c'est pas uniquement les images qui nous mentent, c'est aussi les images qui nous disent comment les gens vivent les choses, du coup qui nous montrent, les points de vue sur des événements, sur l'appropriation de ces événements par des internautes. Peut-être l'un des mèmes qui est devenu le plus connu de la guerre, et c'est le mème autour du bateau russe, du bateau militaire russe, va te faire foutre. Donc effectivement, c'est un mème. Il y a même un générateur de mèmes. Vous savez, les mèmes, c'est pas compliqué à les faire. Parce que surtout quand on a un générateur, donc un programme qui vous permet de saisir vos propres textes en fait. Et donc pour ce mème-là, il y en a pas beaucoup qui proposent des générateurs. Donc celui-là, par exemple, il a un générateur. Donc ça renvoie effectivement au premier jour de la guerre et à l'épisode, qui a été aussi du coup entré dans l'histoire, presque l'histoire du coup de ce conflit, et justement qui nous montre peu de choses parce qu'on n'a pas des traces de cet événement. Donc on n'a pas pris en photo ce qui s'est passé, ni en vidéo d'ailleurs, mais on a une image satellitaire de l'île des Serpents dans la mer Noire, et on a aussi la référence au signal sonore qui a été intercepté à l'époque, et donc qui reproduisait le dialogue entre le commandant du bateau militaire russe et puis les défenseurs de cette île. Donc un discours du coup qui est reproduit, qui a été montré, repris, et qui a été aussi customisé. Je vais revenir là-dessus parce qu'en fait, ce sont des images qui paraissent drôles, intéressantes, qu'on partage, qui circulent, qui disent quelque chose sur le récit aussi national, mais en même temps, ce sont aussi des images qui peuvent faire gagner des choses. De l'argent, je vais dire. Donc, on a aussi la figure mythique d'un héros, le fantôme de Kiev. Peut-être que vous en avez entendu parler. Donc là, il y a aussi, du coup, on a les mèmes et les représentations iconographiques, mais qui s'accompagnent des photos aussi. On ne sait pas s'il s'agit des photos des différents pilotes d'ailleurs. Et donc, derrière, ça devient un mythe rassembleur d'un pilote ukrainien, des pilotes ukrainiens qui ont défendu le ciel. Et donc, à partir de cela, on en déduit qu'il y en a un, et donc qui fait la figure du héros qui se construit aussi par l'image, et beaucoup par l'image. Parmi ces images et les héros, on peut avoir les objets non animés, comme les tracteurs, comme aussi du coup, les héros de cette guerre, notamment des premiers jours de la guerre, mais je pense que ce sont aussi des figures on les montre aujourd'hui moins, mais je pense qu'ils font aussi pas mal de choses en Ukraine. Donc en fait, la division des tracteurs qui transportent des chars, etc. Donc ça a beaucoup nourri les mèmes. Et peut-être aussi Sainte-Javeline. Pourquoi Sainte-Javeline? Parce qu'en fait, la référence religieuse aussi est très importante, mais ça, c'est quelque chose qui se voit aussi dans l'espace public, dans les murailles, et c'est peut-être le même qui a apporté le plus d'argent en fait. Donc c'est là où je reviens un peu sur le sujet de financement, parce qu'en fait c'est pas uniquement en fait, c'est tous ces mèmes-là, vu que ce sont des images qui se répandent vite, ça permet de diffuser, de disséminer le récit autour de la guerre, le récit populaire, le récit auquel on s'attache vite, parce qu'il y a des personnages attrayants et forts. Et en même temps, la vente des produits dérivés à partir de ces objets, à partir de ces mèmes, des t-shirts,
vous savez, enfin, que la première image que je vous ai montrée avec le bateau militaire, ça fait l'objet d'un timbre postal, par exemple. Donc, en fait, on les retrouve customisés sous les différentes formes et du coup, on les vend et ce sont des ventes qui profitent souvent à l'effort de la guerre, au soutien des civils ukrainiens, notamment avec Sainte-Javeline. Enfin, voilà, il y a eu une collecte de fonds très important pour une association qui s'occupait de l'aide aux migrants, enfin aux populations déplacées en fait, en interne, parce qu'il y a des déplacés en interne en Ukraine et puis des déplacés dans d'autres pays. Peut-être dernier type d'image que je ne vous ai pas montré, c'est des images, parce que bon, les mêmes, au final, c'est pour ça que je les montre après. Parce que avant, on avait la caricature de presse, le dessin de presse qui permettait de se moquer de quelque chose, de situations drôles, etc. Aujourd'hui, on voit qu'en fait, comme arme informationnelle, son usage est très limité et même les dessinateurs de presse ukrainiens que j'ai pu interviewer me disent, bon, on est aujourd'hui comme des dinosaures, on va bientôt disparaître, tout le monde va pouvoir se servir d'Internet. Enfin, le dessin de presse, bon, il n'y croit pas trop. Effectivement, on retrouve... Bon, en France, je vous montre l'ouvrage parce que c'est un ouvrage qui a sorti en France chez Gallimard avec le soutien d'Amnesty International et de France Média Monde, avec des caricatures qui montrent des points de vue différents sur la guerre, avec le message de la paix plutôt. Mais il y a aussi beaucoup de caricatures quand même, les caricaturistes qui restent en Ukraine, les dessinateurs de presse, notamment Vladimir Kazanevski qui est venu plusieurs fois en France aussi, et qui continue à vivre à Kiev. Donc en fait, voilà, il dessine. On essaye de dessiner parce qu'en fait, il croit. Et dans cette croyance aussi, dans la force de l'image, c'est la force d'expression aussi créative, pour justement s'opposer à la censure, dénoncer la propagande, la désinformation, avec le risque aussi qui est réel, même pour eux. Ils se disent, aujourd'hui, on se sent un peu obligé de faire de la contre-propagande. Donc voilà, donc c'est la réalité des choses pour ces dessinateurs de presse. Et du coup, par rapport à la circulation de ces images aussi, la question de la consommation de la presse baisse dans tous les pays, y compris dans les pays en guerre où il y a beaucoup de la presse écrite qui n'existe plus, sur beaucoup de territoires. Donc en fait, on passe au numérique, on passe à l'Internet et on cherche des moyens de les diffuser. Et ces images qui sont beaucoup plus sophistiquées que les mêmes, du coup, connaissent moins de succès. Donc bon. Mais en tout cas, ils continuent à exister pour l'instant, au moins, et du coup former aussi quelques représentations de la guerre. Bon, qu'est-ce que ça nous implique quand on suit la guerre sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on est dans la souffrance à distance? Est-ce qu'on est dans le divertissement? Pourquoi dans le divertissement? Parce qu'en fait, au final, la guerre, elle est dans notre poche, en fait. Les smartphones, si on consulte à partir du smartphone, on les consulte dans notre lit, on les consulte dans l'espace très privé, très intime. Et donc, au final, y voir des choses, on les consomme souvent on les consulte souvent, justement, le fil d'actualité pour passer le temps, en fait. Donc, on scrolle pour voir s'il n'y a pas rien de nouveau qui est arrivé. Donc, en fait, avec des risques aussi très réels, ce n'est pas mon domaine d'étude, mais la question des effets psychologiques sur ce qu'on appelle le doom scrolling. Enfin, je ne sais pas si vous avez entendu le mot. Le doom scrolling, c'est le scrolling pour justement chercher des événements ou des histoires un peu tragiques, en fait. Et du coup, voilà, c'est défilement morbide, je crois. Voilà, ça c'est bien en français, défilement morbide. Donc, en fait, c'est quelque chose dont le risque est très réel quand on est dans des actualités angoissantes. Effectivement, cette question se pose. Elle peut être... et doit être posée parce qu'on sait aussi que la population de plus en plus jeune utilise les réseaux sociaux malgré les restrictions d'accès à ces contenus. Donc en fait, cette question se pose aussi, quels sont les risques psychosociaux aussi, auxquels sont subis les journalistes, par exemple. Il y a beaucoup des rédactions françaises d'ailleurs qui développent maintenant des formations pour leur personnel qui est parti en Ukraine, qui séjournait longtemps en Ukraine, mais aussi dans d'autres zones de conflit,
Moyen-Orient également concerné. Et donc, effectivement, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a la violence sur place, mais il y a aussi la violence même pour ceux qui restent en rédaction, mais qui voient ça et qui travaillent sur ça. Donc, effectivement, s'il y a ces risques psychosociaux pour des professionnels, et il y en a sûrement pour des citoyens également, ça n'a pas été peut-être suffisamment étudié, montré, ou en tout cas prouvé pour l'instant, mais les risques sont bien là. Et je vous ai mis cette image, par exemple, parce qu'elle était, pour le coup, ça a été montré aussi en France, ça a circulé aussi en France. Donc, comme un fragment, donc, du coup, d'une histoire, parce qu'on est toujours à Boutcha et on est toujours dans le secteur, et c'est cette fameuse femme à vélo qui a été, dont vous avez parlé, dont on vous a parlé dans la vidéo que vous avez vue, qui a été abattue, et donc, du coup, qui a été reconnue à partir de cette image. On l'a identifiée, c'est ça. C'est la personne qui a réalisé son manucure dans un salon, qui a reconnu en fait son travail en fait, en quelque sorte, et donc du coup on a pu identifier cette femme. Et et il y a eu plein de, moi j'ai étudié, du coup c'était l'époque où j'étais encore sur les deux réseaux sociaux numériques, sur les deux, enfin, sur les deux segments du web russe et ukrainien. Et donc, du coup, j'ai pu étudier, en fait, comment, en fait, cette image-là, et puis, quelques-unes autres ont été étudiées. Qu'est-ce que ça a fait, en fait, concrètement, à partir de commentaires, qu'est-ce que ça a fait à des populations. Donc, du coup, vous avez des captures d'écran des groupes des groupes Facebook, et puis des groupes Odnoklassniki, c'est un réseau socio-numérique russe, et donc où ces quatre images, en l'occurrence, quatre thématiques ont été, parce que vous avez Boutcha, vous avez Mariupol, avec le théâtre de Mariupol qui est en train de brûler, et vous voyez les quais de Kharkiv, le train d'évacuation dans les premiers jours de la guerre, et vous avez aussi la maternité de Mariupol qui a été bombardée. Et donc vous pouvez voir un peu. Il y a toujours des discours d'accompagnement de toute façon. Donc c'est-à-dire que l'image en soi ne dit rien, et donc il y a toujours, du coup, par ceux qui repostent, il va y avoir toujours des signes, en fait, quelques signes qui vont fonctionner comme des opérateurs un peu de communication idéologique. C'est-à-dire que j'en ai identifié un certain nombre, qui permettent de faire une grille analytique, des hashtags par exemple. C'est-à-dire qu'on va, du coup, indexer et circuler des images en fonction des différents positionnements idéologiques. Et donc, vous allez avoir, les lieux géographiques ne comportent pas en soi de marqueurs idéologiques, mais peuvent comporter quand même, parce que c'est translittéré en latin, les hashtags souvent. Donc, ça peut, mais peut être aussi en russe ou en ukrainien ou en anglais. Et donc là aussi, on peut détecter la cible à qui on s'adresse en fonction d'indexation des contenus. Donc, du coup, on ne vise pas les mêmes populations, et du coup l'image ne va pas circuler de la même manière, en fait. Mais on peut aussi avoir des hashtags beaucoup plus engageants, notamment avec l'usage de la lettre Z, et du coup dans les slogans pour les nôtres, za nash, za Russie pour la Russie, des hashtags aussi haineux, etc. Donc, traitant les Ukrainiens de fascistes, par exemple. Donc, mais voilà, on peut trouver d'autres signes aussi, comme des émoticônes, par exemple, parce qu'il peut y avoir des photos, la même photo que les uns vont trouver drôle, et d'autres tragiques. Et puis éditorialisation, c'est-à-dire quand on va retravailler les images, parce que ça aussi, on peut aussi les retravailler, non seulement accompagné d'un commentaire spécifique ou d'un post spécifique, ou de réagir juste par un petit cœur ou un émoticône, mais on peut aussi les retravailler. Par exemple, avec cette image de la main a été beaucoup retravaillée avec l'idée des avant, après, donc en retrouvant les photos de cette femme notamment, et en le comparant avec du coup ce qui se passe. Donc là aussi, on retrouve effectivement, c'est la fabrique de l'image, mais c'est aussi la fabrique du récit autour de cet événement, et qui participe du coup dans le récit de la guerre. Et
on a du coup des traces d'interprétation du coup du sens à donner à ce qui est partagé par des internautes. On peut retrouver aussi des dessins. Et il y a eu voilà de cette femme par exemple. Donc bon, chacun réagit comme il peut, comme il veut, comme il voilà ce qui est propre aussi au web. Et du coup, pour vous donner des exemples un peu plus concrets des commentaires, donc bon, j'ai identifié les différentes façons, en fait. Bon, en sémi-pragmatique, on les appelle indicateurs sémio-discursifs, des modes de production de sens, mais vous pouvez oublier ça, c'est grosso modo, en fait, comment on peut classer ces commentaires par rapport par rapport à l'image, enfin, quelle relation avec l'image entretiennent ceux qui le partagent, ceux qui le commentent. Et donc, c'est par exemple le mode affectif dont je vous ai parlé. Donc, en fait, quand on est dans ce mode-là, on reconnaît l'énonciateur comme réel. C'est-à-dire, on fait confiance, par exemple, si on prend cette femme et cette photo, on fait confiance à l'image, on fait confiance aussi à celui qui le partage, en fait. Et du coup, on le considère comme étant bien réel. Et c'est là où c'est pour ça que c'est affectif, parce qu'on va du coup utiliser une panoplie des émoticônes. Et vous voyez du coup des ronds, enfin, ce sont des émoticônes de Facebook, par exemple. Donc, mais il faut aussi partir de qu'est-ce que la plateforme permet de faire. Donc, sur Facebook, on a décidé qu'il y a 6 émoticônes qui expriment 6 sentiments possibles. Sur le réseau socio-numérique Odnoklassniki, qui est donc le réseau russe, on en a beaucoup plus en fait. Donc je vous ai mis quelques-unes pour être un peu dans l'égalité, mais il y en a beaucoup plus, donc on peut avoir beaucoup plus d'émoticônes. Et donc effectivement, je vous ai mis aussi je traduis quelques extraits de ce qu'on peut. Bon, là, c'est effectivement, on retrouve de la compassion, donc on est dans l'engagement, par rapport à cela. Donc, en fait, on partage du coup la vision de l'événement, et donc ça, le retrouvera très peu dans l'espace public russe, par rapport à cette image notamment. Ou alors, si on le retrouvera, ce sera du coup dans des publications de quelques personnes, voilà, qui mènent, voilà, qui font des groupes un peu plus modérés en fait, et qui n'adhèrent pas et du coup, au discours officiel. Donc, par exemple, on va retrouver ce mode d'authenticité aussi, mais du coup, qui va dans ce mode d'authenticité, c'est vraiment, on considère ça comme vrai, et en plus, on peut s'identifier avec l'énonciateur. Et cette identification, c'est pour ça que j'ai pris cette photo aussi, parce que c'est facile à expliquer. Cette identification est d'autant plus facile parce qu'en fait, c'est la main, donc c'est juste une partie du corps, et donc en tant que, voilà, on est plus facilement, on peut plus s'identifier plus facilement, parce que ça peut être la main de n'importe qui, en tout cas de n'importe quelle femme. Et donc, cette projection dans le récit, identification est beaucoup plus facile. Et ce qu'on voit, c'est aussi une lutte pour la signification des images. C'est peut-être ça aussi qui est plus important. C'est-à-dire que pourquoi lutte pour la signification? Parce qu'en fait, quand on a les mêmes images, et aujourd'hui cette lutte, elle n'existe presque pas, parce qu'en fait, on ne discute pas des mêmes images. Mais au moment en mars 2022, on avait encore du coup des images qui étaient les mêmes, et on ne les interprétait pas de la même manière. Donc, vous savez, même par rapport au bombardement de la maternité de Mariupol, même le discours officiel russe a proposé 3 versions. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas coordonnés, ou en tout cas, voilà, ils se sont pas. Ils ont proposé en même temps 3 versions, puis, ce qui a du coup créé un peu aussi le brouillage informationnel par rapport à ça. Mais grosso modo, c'était le déni, c'était pas nous. Ou alors, c'était nous, mais il n'y avait pas des femmes. Ou alors, s'il y avait des femmes, mais c'était des femmes actrices. Enfin bon, il y avait plusieurs versions d'interprétation. Et du coup, dans le champ informationnel, on retrouve aussi que les gens essayent du coup d'en expliquer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on explique en reprenant des arguments des autorités. Quand on est du côté russe, on reprend des arguments du côté russe. Quand on est dans l'espace médiatique ukrainien, on reprend les arguments de l'espace médiatique ukrainien. En revanche, ce qui est du coup la seule différence, c'est que là, je crois que c'est pas moi. Donc, en revanche, dans l'espace médiatique ukrainien, on retrouve
Non, c'est pas moi, parce que j'ai la même sonnerie. Donc, dans l'espace médiatique ukrainien, on retrouve aussi des témoignages, du coup, des gens qu'on connaît, qui vivent à Mariupol. Voilà. Donc, du coup, voilà, ça ajoute aussi peut-être, du coup, c'est d'autres types d'indicateurs. Mais c'est vrai que par rapport à la même image, donc, on retrouvera dans un espace le fait que oui, si du coup les gens essayent de donner leurs arguments, pour les uns, ça va être le mot documentarisant, c'est-à-dire que ce sera le document de guerre. Pour les autres, ce sera juste un fake. Et donc, du coup, une actrice, d'autant plus que la personne que vous avez vue tout à l'heure, enfin, lors du bombardement de Mariupol, la maternité de Mariupol, Eugène Maloletka, enfin, le photographe, a pris en photo pour le coup une femme qui était en plus blogueuse, instagrammeuse, et donc du coup qui était connue, et donc de l'instagrammeuse à l'actrice qu'on peut acheter parce qu'elle vend des produits sur internet, donc enfin pas très facile. Donc du coup ça facilitait aussi, même s'il y a eu d'autres photos, mais on s'est concentré beaucoup sur celle-là parce qu'en fait elle était identifiable, et en plus son métier était identifiable, et on s'est pas intéressé aux autres, enfin on s'intéressait beaucoup moins aux autres images. Donc, ce mot de témoignage, quand même, est intéressant aussi parce que c'est là où on retrouve avec les gens qu'on connaît. Et du coup, c'est là où on peut retrouver aussi sur des sites des médias comme Medusa, par exemple, qui regroupe, qui se trouve dans les pays baltes, mais qui, du coup, est un média russophone et du coup, qui parle beaucoup qui couvre, en fait, la guerre en Ukraine. Et on retrouve dans les commentateurs voilà, des pro, du coup, pour le coup, les deux côtés, enfin, le pro-ukrainien et pro-russe, donc d'une manière qui se mélange. Donc là, on retrouve aussi des discussions intéressantes sur est-ce que, voilà, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai, et comment ça marche. Puis il y a des commentaires aussi des gens qui pensent à autre chose, qui pensent aussi à qu'est-ce que ça fait quand voilà, qu'est-ce que ça leur fait, qui partagent juste leurs émotions sur le mode très personnel et presque intime. Et il y en a quand même beaucoup, pour terminer, qui sont dans le mode moralisant. Moralisant, ça veut dire que en fait, elle se soucie très peu de ce qui est représenté. En fait, grosso modo, enfin, ils ne regardent peut-être même pas la photo, mais la photo est pour eux un prétexte pour discuter de la guerre, d'exprimer leur position par rapport à cette guerre, de dire est-ce que voilà, qui a raison, qui n'a pas raison dans cette guerre. Et en fait, donc voilà, il y a aussi cette capacité de l'image numérique en fait, de faire oublier qu'est-ce qui est représenté au final. Parce que du coup, dans mes corpus, et ça concerne toutes les images en fait, il y a très peu, il y a très peu il y a très peu de commentaires. On discute vraiment de ce qui est représenté. On discute beaucoup plus de la guerre. Qu'est-ce que la guerre nous fait? Pourquoi la guerre? Comment la guerre? Qui a raison dans cette guerre? Etc. Donc en fait, ça renvoie aussi à la place qui a été confiée du coup à la guerre sur les réseaux sociaux numériques, peut-être un peu pour conclure, enfin, parce que le temps file vite et puis il faut peut-être des questions aussi à poser. Donc c'est qu'est-ce que les images nous font, comment elles nous engagent, et que au final, en tout cas sur les réseaux sociaux numériques, les images deviennent un peu des prétextes pour discuter de l'actualité, et les plateformes encouragent aussi la publication des images. C'est-à-dire que si vous faites un post sur la guerre juste pour exprimer votre avis, sans images, ça n'aura pas autant d'impact dans les algorithmes, quelle que soit la plateforme. En revanche, si vous publiez un avis ou une image tout court, même sans rien, votre publication va être beaucoup plus visible, et ça, c'est quelle que soit la plateforme. Donc en fait, les plateformes nous encouragent aussi en quelque sorte de créer des fragments visuels, de les reprendre, de les repostuler, et donc voilà, pour proposer des visions en fait de la guerre. Je vais m'arrêter là. Enfin, je vous remercie pour votre patience en fin de la journée. Et puis, voilà, je suis prête à prendre vos questions si vous en avez. J'ai raté le début, donc j'espère le tout début. Donc j'espère que c'est pas redondant avec quelque chose que vous avez évoqué. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'avais une question sur la méthodologie en fait que vous avez développée pour analyser toutes ces images. Est-ce que c'est une méthodologie qui était propre, c'est-à-dire que vous avez conçu vous-même au regard aussi de la diversité des supports, dont certains sont très récents en fait, hein, les images générées par IA.
ça date d'il y a 1 an peut-être maintenant, en tout cas dans cette ampleur-là? Ou est-ce que vous êtes inspiré de travaux, d'analyse d'autres conflits antérieurs qui appliquaient finalement un peu le même type de dissection ou d'analyse? En fait, enfin les deux. Enfin, moi, je viens des sciences de l'information et de la communication, et du coup, sur la méthodologie, on se considère comme interdiscipline en quelque sorte. Donc, du coup, il y a beaucoup de références aussi. Bon, j'ai cité Susan Sontag par exemple. Donc, c'est-à-dire que du coup, il y a forcément des auteurs, des philosophes, mais aussi Laurent Gévreau, enfin des historiens d'art en fait, qui ont travaillé sur les images de guerre d'autres conflits en fait. Mais ma spécialité, c'est quand même, enfin, c'est plus l'image en tant que telle, et du coup, sous l'angle sémiopragmatique, c'est-à-dire vraiment sur les méthodes d'ethnographie du web, comment, en fait, quel groupe on choisit pour suivre, avec la collecte, avec les carnets d'observation, en fait, et du coup, la collecte systématique des matériaux et des commentaires, et puis avec, du coup, l'analyse des images en tant que telles, mais c'est surtout des productions en fait. Après, je suis un peu outillée aussi par rapport, quand j'ai beaucoup trop de commentaires, donc je peux utiliser les logiciels de type NVivo, qui sont des logiciels d'analyse qualitative, donc qui permettent de regrouper au même endroit tout type de données que j'ai en fait pour pouvoir les analyser plus facilement, ne rien oublier et confronter. Et puis c'est un travail d'un peu de longue haleine aussi, parce qu'en fait c'est dans le temps. En fait, ça se découpe un peu dans le temps, donc je n'ai jamais arrêté la collecte, donc je collecte. Je verrai ce que je vais faire avec tous ces tonnes de matériaux. Après, je les exploite aussi. Je les exploite pour en discuter. Je les montre à des collègues pour discuter, pour publier. Par exemple, sur les photos des Boutcha, Mariupol, Kharkiv. Enfin, j'avais fait un séminaire sur les images chocs de guerre. Et en fait, et du coup, sur les images chocs. Et du coup, on avait un séminaire où on en a discuté de ça. Et puis, on a publié un numéro de revue sur la question. Donc, du coup, il y a un peu de travail aussi validé ou discuté, en fait, présenté, qui est très important et qui est très nécessaire. Deuxième question. Merci beaucoup pour votre intervention, c'était vraiment très intéressant. J'avais une question sur comment vous faites pour essayer de mettre la distance entre votre vécu et vos recherches professionnelles. La distance, elle est déjà géographique, donc je suis en France, et donc du coup ça crée quand même une sacrée distance, parce que quand je suis allée en Ukraine, ça m'a fait quelque chose. Donc j'ai toujours ma famille en Ukraine, donc notamment à Kharkiv. Donc la distance, elle est difficile, mais elle se travaille par l'image justement. L'image produit de la distanciation. Et donc, certaines images, c'est vrai qu'il y a certaines images, c'est pour ça que je navigue entre les mêmes et les photos ou les images créées par l'IA, parce que du coup, on n'est pas dans les mêmes registres émotionnels et pas dans le même engagement. Mais c'est vrai qu'il y a certaines images qui sont très dures à voir, et surtout les voir longtemps, et surtout lire les commentaires quand les gens disent que c'est pas vrai, ou que quand les gens disent, voilà. Donc, effectivement, ça fait quelque chose. Mais après, je pense que mon objectif, c'est d'essayer un peu de se distancier, mais pas trop en fait, non plus. Moi, je suis, dans les recherches ethnographiques, en fait, l'ethnographie, c'est une méthode qui est inspirée par l'immersion en fait dans le milieu qu'on étudie, et donc la distance, elle intervient au moment où je collecte. Quand je collecte, je n'ai pas de distance. Ou presque. Mais au moment d'analyse, oui, la distance qui vient de la méthode, justement, du logiciel, parce que quand tu le vois sur ton fil d'infos, ça c'est une chose. Quand tu le vois dans un logiciel, il y a déjà de la distance qui se produit. Oui, bien sûr. Je vous aviez évoqué tout à l'heure des similitudes avec d'autres conflits, comme le conflit effectivement à Gaza. Et je voulais savoir, peut-être, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'étudier forcément avec la même profondeur, mais si vous sentez que dans le traitement qui est fait de l'image dans ce conflit-là, il y a une particularité culturelle qui se distingue peut-être par rapport à l'utilisation de l'image dans d'autres conflits qui se passent dans d'autres cultures. Qui sont très difficiles. C'est que moi, dans les colloques où je vais, je côtoie les collègues qui travaillent sur le conflit à Gaza.
Et donc, du coup, je les ai écoutés, je les ai entendus, ils m'ont dit, ah, mais on fait la même chose. Mais et du coup, on a vu des ressemblances, en fait, dans les images. Les spécificités culturelles, je ne m'avancerai pas trop parce que je ne sais pas, en fait, vraiment, enfin, je connais très mal le Moyen-Orient pour pouvoir en juger. Mais par contre, ce qui est sûr, et ça, c'est le point, du coup, qu'on a validé en discutant, c'est qu'on voit la même polarisation des points de vue sur le web, et donc du coup sur les réseaux sociaux numériques, on voit les mêmes types d'images, c'est-à-dire les figures de combattants, destruction, victoire, enfin voilà, donc on voit les mêmes registres du coup visuels, et on voit aussi l'importance du coup de l'adaptation à des plateformes aussi, de ceux qui publient en fait, de ceux qui donc du coup les groupes qui veulent montrer leurs images choisissent les mêmes stratégies en fait digitales, notamment en termes d'usage de hashtags par exemple. Donc voilà, ça c'est les similitudes. Donc en fait, je pense que ma grille pourrait être appliquée à d'autres conflits en fait. Voilà. Mais sur les spécificités et puis l'IA en fait, l'IA. Oui, le dernier congrès que j'ai fait à Ljubljana, justement, il y avait une personne qui avait étudié les images de l'IA, générées par l'IA, dans le conflit israélo-palestinien à Gaza. Et donc, du coup, elle a montré que voilà, l'IA, grosso modo, voilà, ça se ressemble beaucoup. Bonsoir. J'avais deux petites questions en réalité. La première, c'était, vous avez évoqué les termes de propagande et de contre-propagande. Je voulais savoir la différence, parce que je ne la connais pas. Et la seconde, c'est sur cette question de savoir est-ce que la guerre existe parce qu'il y a l'image, et également par rapport à ce que vous disiez sur l'accès quotidien dans les sphères les plus intimes de chacun à l'image. Et je me demandais s'il y avait un seuil qui allait aboutir à une accoutumance en fait aux images de guerre, et à partir de quel moment est-ce que du coup on banalise ces images auxquelles on a accès tous les jours? Merci pour ces questions très très intéressantes. Je ne sais pas si j'ai toutes les réponses. Sur la banalisation des images, je vais commencer par celle-là. De toute façon, il y a eu des études, notamment l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel en France, qui a étudié la couverture du conflit, de la guerre en Ukraine par la télévision. Et donc, ce qu'il montre en fait que voilà. Que les images, déjà la couverture retombe et puis les images deviennent redondantes et donc du coup, disparaissent ou presque au profit d'autres conflits. Donc en fait, ils utilisent le terme banalisation, c'est-à-dire que banalisation au sens où ça attire moins l'attention des médias en fait, parce que on sait que ça existe. Et du coup, on va y revenir de temps en temps, mais il n'y aura pas grand-chose de nouveau à raconter, en fait, sur ce conflit. Et du coup pas de nouvelles images intéressantes ou originales à montrer, parce qu'on reste dans les mêmes types, en fait. Ces motifs visuels, c'est pour ça que j'évoque des motifs visuels, parce que les motifs visuels se banalisent aussi, en fait. Au final, leur nombre est assez limité. Et donc du coup, je pense que la banalisation, elle existe du point de, et là juste du point de vue des producteurs, du coup, plutôt des journalistes en fait, qui vont les réutiliser pour en parler. Mais je pense que c'est le même effet pour les citoyens aussi. C'est-à-dire que je pense qu'au bout d'un moment, on s'accoutume à ce qu'on peut voir. Et même moi, en tant que chercheuse, des fois, voilà, je sais quand il y a une ville libérée ou quand je vois des publications sur une ville qui a été occupée, je sais que je veux voir des images de destruction. Je connais presque les types d'images que je veux voir, en fait. Donc oui, donc il y a cette banalisation. Après, est-ce que cette banalisation veut dire l'indifférence? Donc ça, c'est du coup, voilà, je sais pas, je ne saurais pas trop le dire parce que je pense de toute façon qu'on est dans l'engagement. Le terme de souffrance à distance, c'est Luc Boltanski, c'est un sociologue français qui travaille dans une tradition pragmatique aussi, pragmatiste. Et donc, effectivement, souffrance à distance, oui, c'est un terme qui fait que des fois, par rapport à des conflits qui sont lointains, on est dans le type de discours humanitaire, ou presque, en fait. C'est-à-dire, on compatit, mais comme on sait qu'on est loin et on est content qu'on est loin parce qu'on est à l'abri un peu de ce qui se passe, donc on se transforme un peu dans le spectateur. Oui, et émotionnellement engagé, mais protégé. Donc bon. Et puis sur le seuil, je ne sais pas. Il faut demander à des psychologues en fait qui travaillent sur ces sujets-là, parce que c'est des travaux vraiment en psychologie ils étudient les seuils. D'après ce que j'ai pu entendre, dans les échanges avec des collègues psychologues.
dans un projet de recherche qui travaillait sur les jeunes, comment les jeunes et les adolescents, qu'est-ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, pas uniquement avec les images de guerre. Donc il disait en fait que ça dépendra, c'est très individuel en fait, parce qu'il y a des personnes qui vont être vite atteindre leur seuil, et puis ceux qui vont avoir un seuil de résistance plus important. Et je crois que j'ai oublié quelque chose. Ça c'est une très grande question. Enfin, c'est une grande question et une question aussi très controversée parce qu'il y a beaucoup de... en fait, le mot propagande, on l'a beaucoup oublié en fait en Occident et on l'a remplacé par communication politique. Et donc, on a dit, effectivement, parce que c'est la version un peu plus soft, en fait, des choses, et plus optimiste, et plus démocratique aussi. Et donc, du coup, la propagande, on la réserve souvent à des régimes autoritaires, semi-autoritaires, etc. Et la contre-propagande, c'est justement les opérations quand on essaye de dévoiler la propagande, quand on essaye de déconstruire la propagande de l'autre. Donc, aujourd'hui, c'est un propagande, contre-propagande, on a essayé de les camoufler, de les habiller dans des termes beaucoup politiquement corrects, en termes de communication politique dans un certain cas, ou alors même marketing politique des fois. Et donc, moi, je parle de la propagande parce qu'en fait, la propagande s'accompagne... il y a des différentes définitions. On peut prendre des classiques de type Serge Tchakotine, des travaux des années 30, qui avaient beaucoup étudié la propagande nazie, en fait, et la contre-propagande. On peut prendre d'autres travaux plus récents, mais pour moi, la propagande s'accompagne toujours aussi de la violence, un peu, de la violence, de la censure, en fait, aussi du détournement des propos. Et donc, et malheureusement, dans toutes les guerres, on est exposé à la propagande, en fait. Donc, on ne peut pas ne pas en faire, en fait. Donc, c'est pour ça que le terme propagande, on peut l'utiliser peut-être pour les deux côtés, en fait. Parce que de deux côtés, on en fait, en fait. Mais les moyens, comment on les fait, ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que, en Ukraine, vous pouvez dire tout et n'importe quoi, vous n'allez pas être puni, mis en prison pour vos propos dans l'espace public, même si vous êtes, Jdoun, qu'on appelle, c'est-à-dire Jdoun, c'est un terme, celui qui attend en fait l'arrivée des Russes. Donc vous n'êtes pas puni pour ça. En Russie, vous risquez beaucoup et par rapport à ce type. C'est pour ça que il y a quand même, quand on peut parler de la propagande de des côtés, mais il y a peut-être des nuances quand même dans la mise en place de cette propagande. Du côté de l'Ukraine, on sera beaucoup plus. Oui, c'est le même récit qu'on va essayer de promouvoir. Peut-être, avec les mêmes motifs, etc. Mais on va pas limiter la liberté d'expression, par exemple, ni dans l'espace public, ni dans les médias. Oui, alors pardon, mais sur ce que vous disiez par rapport à la banalisation, et vous qui avez vu énormément d'images, est-ce qu'il y a de la part des institutionnels, peut-être russes ou plutôt ukrainiens, alors pour le coup, qui vont être conscients de cette banalisation et qui vont avoir peut-être envie de montrer plus grave, plus violent, pour éveiller encore plus? Est-ce qu'on peut le voir ça ou pas du tout, c'est débile? Vous voulez dire par rapport à moi, qu'est-ce que je montre, comment j'en parle, je sais pas en fait. Moi, il y a quand même, comme j'utilise des logiciels de traitement aussi des données, donc ça me permet aussi de voir des motifs récurrents en fait, tout simplement ce qu'on appelle le codage en fait. Et donc du coup, ça permet de voir dans la masse des données que j'ai, des motifs dominants. Donc je sais pas si non, c'est ça, c'est pas ça. Par rapport aux autorités, les autorités, non, je pense pas en fait. Les autorités en Ukraine sont vraiment dans une démarche de communication en écoutant le peuple. Donc, et d'ailleurs, c'est un gouvernement très populiste en Ukraine au final. Vladimir Zelensky, c'est un populiste qui est venu au pouvoir justement en écoutant bien ce qui se dit, et ce que le peuple veut. Et donc, du coup, c'est ça en fait. Je pense qu'ils écoutent beaucoup les humeurs, ils savent prendre la température des réseaux sociaux, des images qui marchent, etc. Et le côté violent et tragique, malheureusement, c'est la réalité en fait.
c'est la réalité des choses. Quand je regarde mon fil, du coup, j'ai plusieurs comptes en fait pour travailler des choses. Et donc, du coup, quand je regarde mon fil d'actu, j'ai souvent des bougies, des mains comme ça, parce que il y a des gens dans mon entourage qui sont très concernés par les pertes dans leur famille, soit en combat, soit lors des bombardements. Et donc, en fait, malheureusement, c'est tragique la guerre. C'est violent, c'est tragique. Et là, le gouvernement n'a rien. Je pense pas que le gouvernement ukrainien en rajoute des choses. En revanche, on peut distinguer les différentes manières de communiquer. Là, je vous ai parlé un peu du récit officiel. Il y a aussi le récit de l'armée. L'armée ukrainienne communique beaucoup. Peut-être que vous voyez, je n'avais pas le temps d'aborder aussi leur communication spécifique. Eux aussi, ils communiquent. Ils communiquent beaucoup de manière drôle. Il y a aussi des choses qui sont critiquées, comme étant trop machistes, etc. Mais en revanche, ils communiquent aussi beaucoup dans cette guerre. Et c'est peut-être le changement aussi par rapport à d'autres guerres, parce que c'est pas uniquement la communication de recrutement, c'est aussi d'autres registres de communication. Et donc, eux, ils vont peut-être communiquer d'une autre manière, en fait, peut-être moins, d'une manière moins, en se concentrant moins sur les victimes, justement. Mais en tant que l'institution militaire, ils vont plus montrer les soldats au quotidien avec les chatons, les chiens, les soldats qui s'occupent des populations civiles. Donc il y aura des images peut-être un peu autres que les images officielles, de l'État, je veux dire. Je vous remercie Valentina pour cet éclairage vraiment très intéressant et nécessaire sur tout ce qui se passe en ce moment. Et puis merci au public pour votre présence ce soir, pour vos questions fort intéressantes. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine conférence à la BU. Voilà, à bientôt. Merci. Merci.